À la fin des années 60, la France se relève de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre d'Algérie. Nous sommes encore dans les 30 Glorieuses. En 1967, la croissance ralentit. Le budget de l'État est en déficit pour la première fois depuis l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir. On assiste à un décrochage des salaires, notamment pour ceux qui touchent le SMIC. L'inflation est de 2,79%. Le chômage augmente, il double en un an et demi. Il y a 483 300 étudiants. Paris est encore une ville industrielle, avec par exemple une usine Citroën dans le 15e arrondissement. Il y a aussi de nombreuses administrations et d'entreprises du secteur tertiaire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet après-midi d'évocation de mai 68. Les événements de mai-juin 68 ne sont pas arrivés comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Vous l'avez reconnu, il s'agit des propos de Georges Segui. La première analyse qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que 68 n'était pas un hasard. Tout d'abord, peut-être un point, c'est le fait que mai-juin 68 ne sort pas de nulle part et que non, la France ne s'ennuyait pas dans les mois ou années qui précèdent. C'est pas 68 qui a commencé la lutte revendicative. En effet, on sentait que 68 n'arrivait pas par hasard. Il y avait de nombreuses luttes. Le pan ouvrier des événements a été en partie écarté de cette mémoire, qui a été un peu confisquée et reconstruite par une poignée de porte-paroles autoproclamés. On pense évidemment à Serge Julie ou à Daniel Cohn-Bendit, et qui ont fait comme si toutes et tous avaient eu des trajectoires similaires à la leur, ce qui évidemment n'est pas du tout le cas, et ils sont représentatifs de rien du tout. Et donc voilà, l'idée c'était d'aller s'attaquer à une contre-histoire, celle des anonymes entre guillemets. Donc un premier point qui revient dans vos témoignages, c'est cette idée que 68 ne vient pas de nulle part. Et d'ailleurs ça va dans le sens qu'il y a eu un renouvellement de l'historiographie de 68 qui fait qu'on parle de plus en plus des années 68 au sens large. Gérard, en 1968, il a muté de Paris à 2 ans. Donc, mai 68 et la CGT à Paris. C'est un triptyque qui me rajeunit et qui en même temps vieillit. J'ai fait un petit retour sur un seul arrondissement, le 9e. Alors, il y a des camarades ici qui vont être contents, évidemment, mais c'est pas limitatif, simplement. Voilà, quand dans un arrondissement comme ça, la gare Saint-Lazare est arrêtée, tous les lycées sont fermés, le Gaz de France est occupé, les organismes sociaux sont en arrêt, la ville de Paris elle-même, avec le nettoiement, est HS, enfin si je puis dire. Je ne parle pas de l'humanité, qui était occupée tout en fonctionnement. L'opéra et les Folies Bergères occupés. Les grands magasins, il y a du monde ici aussi, le printemps et les galeries. Les galeries où il se passait toujours quelque chose, hein, c'était le thème. Et puis, banque, assurance, PTT, voilà. Il faut voir. Et à l'échelle parisienne, il faut se rendre compte de ça. À la RATP, 68, nous, ça a commencé bon, il y a eu le 13 mai, que tout le monde connaît, mais les premières occupations ont eu lieu le vendredi 17, avec le dépôt de Charlebourg à la Garenne-Colombe et le dépôt d'Ivry pour les autobus, et Nation 2 et Nation 6 pour le métro. Donc, moi je me souviens qu'on a décidé de la grève dans cette salle ici, avec Frischmann qui avait réuni toutes les sections des PTT à l'époque, et on est parti en grève le 17 mai. Le lendemain, moi, enfin le 18, je roulais, je faisais du 121,
qui partait de la mairie de Montreuil, qui allait à la ville Monble. J'étais receveur à l'époque, et je roulais avec un camarade de ma section syndicale, qui s'appelait James Boucault, très bon camarade, et on arrive à la mairie de Montreuil, il y a un pote qui vient nous voir, je ne sais pas si c'était pas moi, le trésorier de la section syndicale, et qui nous dit comme ça, bon, on rentre les bus. On laisse l'autobus à la mairie de Montreuil, et toutes les lignes qui passaient à la mairie de Montreuil ou qui avaient leur terminus, on arrêtait les camarades, on disait, vous rentrez au dépôt. On peut dire qu'à 80%, les potes, ils sont rentrés sans poser de questions, tranquillement. Quelques-uns nous ont dit, oh bah écoute, on a emmené les gens le matin, il faut les ramener le soir, on verra ça après. Moi, je suis rentré au musée du Louvre en 1968, le 2 mai, exactement. Et quelques jours après, assemblée générale au musée, je me mets en grève. Et un agent-chef de la surveillance me dit, Monsieur Palu, je ne vous conseille pas de faire grève. J'ai fait la grève. Le chef du personnel vient me voir en me faisant des menaces. Pas possible. Si vous faites grève, je vous fous à la porte. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit là? Et moi, j'ai continué. Donc, c'est pas tous les matins que j'allais aux assemblées générales qui se passaient à l'ancienne cantine, à la cantine du Louvre. Et on votait tous les matins la continuité de la grève. Il y avait le personnel administratif, ouvrier, tout l'ensemble des personnels était vraiment solidaire. La direction de l'entreprise a été vraiment surprise de ce qui s'est passé. Belin, le président de la RATP, dit comme ça, le 13 mai, nous avions le sentiment qu'il n'y avait pas eu une réelle solidarité, et le samedi, tout va très vite. Le soir, la régie est entièrement paralysée, le mouvement avait démarré avec une rapidité qui m'a énormément surpris. Et ça soit le directeur du personnel, le directeur général de la RATP qui ont été interviewés, ça a été pareil. Ils sont tombés des nues en disant, mais qu'est-ce qui se passe à la RATP? Pour le spectacle vivant, l'année 68, elle est très très riche en événements, parce que ça commence le 15 mai au soir, très officiellement par l'occupation de l'Odéon. À partir du 15 mai au soir, l'Odéon est occupé, donc dès le 17 mai, les syndicats CGT du spectacle vont décider la grève avec occupation des locaux par les travailleurs eux-mêmes dans toutes les salles de spectacle, afin au départ que la situation qui est vécue à l'Odéon, de dégradation du matériel, de l'équipement, d'outils de travail, ne se reproduise. C'était un peu houleux, hein, ça je dois dire que ceux qui rentraient, il fallait qu'ils aient du courage. C'était vraiment, il y avait du monde. Hein. Donc elles rentraient et elles allaient assurer la sécurité, parce que dans les centraux téléphoniques, il fallait assurer la sécurité. Hein. Tous les jours, on était présents. Ce qui nous a permis de pouvoir discuter avec les collègues qui pouvaient venir, parce que pas de transport, les trottoirs pas accessibles, pas d'essence, bon, on est à vélo, à pied, enfin comme on pouvait. Hein. Et nous sommes partis dans une grève de 3 semaines, avec cet aspect que nous sommes la banque qui a fait grève porte ouverte. C'est-à-dire les 2 tiers, je ne peux pas dire exactement, a fait grève. Donc nous avons mené la lutte à l'intérieur de l'entreprise, même au point, d'une part, de décider que les caissiers dans les guichets devaient donner des sommes de liquide aux clients salariés en grève, car ils avaient besoin d'argent, et on donnait donc, avec notre accord, qu'on permettait de donner jusqu'à, je crois, 150 francs de l'époque pour les gens qui venaient retirer de l'argent. Alors l'objectif, c'était aussi de préserver notre outil de travail.
Ça a été une des grandes volontés des salariés. Et donc on entretenait les machines. Du coup, il a fallu organiser dans toutes les entreprises des piquets de sécurité pour protéger les outils, parce que les gauchistes, ils menaçaient de venir voir dans les imprimeries, voire même se laisser aller à des actes de vandalisme. On a mis toutes les entreprises sous la sécurité des ouvriers, et de sorte que, pour permettre qu'au grand jour, on puisse relancer le travail normalement. Je vous conseille de partir. J'ai étudié en 68, j'ai été responsable de l'école des Arts Déco, puisqu'on avait créé l'UNEF dans mon école, l'école des Arts Déco, qui était rue d'Ulm, au cœur du quartier latin, et que la participation à mai 68 pour tous ceux qui en ont témoigné, et j'en témoigne aussi, a été une chance. Ça a été un moment de vie démocratique, un moment de fraternité tout à fait exceptionnel. Et c'est vrai que par rapport au monde ouvrier, il y a une grande difficulté à se rencontrer. Le seul moment où on s'est rencontrés, c'est quand on allait chercher les bobines boulevard Poissonnière. Mais dans mon école, on avait envoyé une délégation pour rencontrer Renaud Billancourt. Et cette délégation, dont j'étais bien sûr, n'a pas du tout pu entrer dans Billancourt. Les gens qui filtraient l'entrée de Renaud ont considéré qu'on était des gens dangereux parce qu'étudiants. Il y a dans cette affaire-là, je suis parfaitement d'accord avec ce que dit François, mais dans cette affaire-là, il y a autre chose, me semble-t-il, c'est la rançon de la démocratie qui s'est exercée dans les entreprises. C'est-à-dire le fait que l'occupation était une sorte d'appropriation par les travailleurs eux-mêmes, soucieux par ailleurs, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, de l'outil de travail, de la préservation de cet outil de travail. Il y avait là-dedans le fait qu'ils étaient propriétaires de leur lutte et en même temps de leur outil de travail. Et à ce point que, au-delà même des divergences qu'il pouvait y avoir avec les étudiants, il y a eu beaucoup d'entreprises où le refus était pur et simple pour qui que ce soit d'entrer dans l'entreprise. Alors, chez Billancourt, c'était encore un peu plus compliqué parce qu'il y avait 15 portes à Billancourt. On peut toujours dire que c'est un excès, mais je pense que la question de la démocratie et de l'appropriation par les travailleurs eux-mêmes de leur grève était, comment dirais-je, il y avait un sens de la propriété, si je puis dire, qui était particulièrement développé, quoi. Voilà, je voulais dire ça. Merci Gérard. Julie. En 68, comme il a été rappelé par plusieurs d'entre vous, un point très important, évidemment, c'est la réaction face à la répression. La répression des étudiants et donc une solidarité, plus que sur les revendications, effectivement, contre la répression. Sauf que là, si on fait le parallèle avec aujourd'hui, il y a une répression très forte. Il y a eu une répression très forte dans plusieurs universités. Il semble que visiblement il y ait un élan collectif très fort. Mais pour en revenir à 68, donc réaction face à la répression qui facilite cette jonction des luttes, et évidemment après, tout le monde en a reparlé ici, cet appel à la grève, le 13 mai, puis la suite, la généralisation de la grève, qui permet qu'il y ait près de 10 millions de personnes qui arrêtent de travailler, et qui permet, ce qui a aussi été beaucoup rappelé là, est-ce que les enquêtes, alors moi évidemment je ne vais pas témoigner, je n'étais pas là en 68, mais pour avoir travaillé pendant plus de 10 ans maintenant, tous les récits font état de ce moment extraordinaire, ce moment critique où tout s'arrête et où d'un seul coup les gens se mettent à se parler et à parler à des gens à qui on ne parle pas habituellement. Et là il y a eu plusieurs témoignages de moments de décloisonnement sociaux, puisque effectivement il faut qu'il y ait une grève générale, il faut qu'il y ait un arrêt du temps, un espèce de temps suspendu de l'événement qui permet justement qu'il y ait des expériences de décloisonnement social. On parle à des gens qui ne parlent pas, on fait des choses qu'on ne fait pas habituellement.